Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Et oui, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Les Portes de la Connaissance. Alors aujourd'hui, on fait un voyage avec Patrice Marty, qui est un habitué de la radio, puisqu'il a déjà fait des émissions radio avec nous. Il était venu sur le plateau d'ailleurs, faire une émission sur ses voyages initiatiques. Et aujourd'hui, il est avec nous pour parler de son livre, Les crânes de cristal porteurs de sagesse, justement un livre magnifique qui parle de la légende, puisqu'on parle souvent de légende, mais vous allez voir que c'est pas une légende, c'est bien réel. La légende des crânes de cristal. Qu'est-ce que les crânes de cristal? D'où viennent-ils? De quoi s'agit-il exactement? Et on va en parler avec Patrice Marty. Alors bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Alors, dis-nous-en un peu plus. D'abord, présente-toi et dis-nous un peu qui tu es et comment tu en es venu, je dirais, à faire cette carrière un petit peu particulière puisque tu fais des voyages initiatiques. Oui, c'est vrai que j'organise ce voyage initiatique à travers la planète, mais comment j'en suis arrivé là? Je suis un terrien, tout ce qu'il y a de plus lambda, et sauf que je pense que je suis revenu avec des mémoires malgré tout de certaines choses. Donc ces crânes de cristal, parce que j'ai commencé à les dessiner, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, et au fil du temps, en travaillant, en faisant des recherches. Alors à l'époque c'était un peu compliqué, il n'y avait pas Internet. Mais voilà, j'ai vite compris que c'était ces fameux crânes de cristal que je dessinais. Et j'ai eu la chance d'être en contact assez rapidement avec un de ces crânes anciens qui fait partie de cette légende maya dont tu parlais. Et voilà, la connexion s'est refaite. Et en 2004 ou 2005, j'ai organisé le premier festival des crânes de cristal en France. Et ça m'a permis de rentrer en contact avec plein de gardiens de ces crânes et de pouvoir rencontrer et approcher de près ces objets magnifiques. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire un livre sur les crânes de cristal? Alors, je pense comme le bon vin, il faut du temps pour se bonifier et emmagasiner des expériences. Je, c'est vrai que j'ai cette légitimité aujourd'hui de pouvoir faire ce livre parce que je l'ai tous passé derrière moi qui m'accompagne et qui m'a permis d'enrichir ce livre aussi de plein de choses que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ans ou 15 ans. D'accord. Alors les crânes de cristal, c'est pour certains une légende, et ça a longtemps été une légende. Mhm. Et donc il y en a effectivement 12, dont un 13e qui serait le crâne de cristal terrien, celui de la Terre. Alors c'est quoi exactement les crânes de cristal? Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est que... Alors on parle de légende, mais ce n'est plus une légende puisque on en a trouvé à travers le monde et ils portent d'ailleurs tous des noms bien particuliers. Qu'est-ce que c'est que les crânes de cristal pour nos auditeurs? Alors, ça part effectivement d'une légende à l'origine, d'une légende maya
qui parlait de 13 crânes de cristal qui auraient été ramenés sur la planète Terre, qu'ils appelaient la planète des enfants. La légende dit qu'au début, il existait 12 mondes et que chaque monde aurait mis toute sa connaissance à l'intérieur de ces crânes de cristal et aurait ramené ces crânes en Atlantide à l'époque, dans une pyramide qui était conservée. Les crânes étaient conservés dans une pyramide déjà dans cette légende, qu'ils appelaient l'Arche. Et dès le départ, il y a déjà une connexion avec le monde galactique, puisque la légende parle de ces 12 mondes qui auraient mis toute leur connaissance dans ces crânes et qui auraient été ramenés sur la Terre. Avant que l'Atlantide se casse la figure, les crânes ont été gardés longtemps dans une grotte au Guatemala. J'ai été dans cette grotte, on a fait des cérémonies avec des anciens là-bas parce que je voulais pouvoir vraiment me reconnecter avec l'énergie de tout ça. Et avant que les Espagnols n'arrivent, c'est là où les crânes ont été dispersés un petit peu partout en Amérique du Sud, Amérique centrale, pour pas que ça tombe dans les mains des Espagnols, parce que les Mayas disaient que c'était une telle puissance qu'il fallait pas que ça tombe dans les mains d'une seule nation ou de guerriers ou de soldats ou de choses comme ça. Voilà pourquoi ils ont séparé ces crânes. Et pendant longtemps, on n'en a plus entendu parler parce qu'ils étaient bien cachés, bien conservés. Et aujourd'hui, ils ont refait surface depuis les années 30. Certains crânes commençaient à refaire leur apparition. Et sur la légende des 13 crânes de cristal, moi j'en connais une dizaine que je présente forcément dans ce livre. Et bon nombre de ces crânes, j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer. Et voilà, donc ça c'est la genèse un petit peu des crânes de cristal. Alors, il y en a un peu partout parce que on parle de la légende maya aztèque, mais des crânes de cristal, il n'y en a pas qu'au Pérou, il y en a au Mexique, il y en a un peu partout dans le monde. Est-ce que je me trompe? Oui, alors les Mayas au Mexique, les Incas au Pérou, là on parle effectivement des Mayas du Mexique, mais les crânes, on les retrouve un peu partout sur la planète, puisque la symbolique du crâne, si vous devez retenir une chose de cette émission, c'est ça, la symbolique du crâne, c'est une symbolique de connaissance avant tout, et pas du tout un symbole de mort, comme l'a souvent évoqué l'Église catholique, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a toute cette éducation judéo-chrétienne de 2000 ans à se défaire avec la symbolique de la mort associée au crâne, alors que c'est avant tout une symbolique de connaissance. Comme pour le serpent, l'Église en a fait l'animal du mal, mais c'est avant tout le symbole de la guérison. On le retrouve sur le caducée des médecins, sur le caducée des pharmaciens. Jésus est souvent représenté sur la croix avec à ses pieds un crâne, la connaissance, et le serpent, la guérison. Donc on voit bien que la symbolique de ça a été un peu détournée, et voilà, il faut se réapproprier ça comme étant un symbole de connaissance, et partout sur la planète, c'est un symbole de connaissance, et il n'y a pas un endroit, et tu disais effectivement, on en retrouve au Pérou, des crânes en cristal, on en retrouve au Tibet, au Népal, en Inde, on en a retrouvé en France, on en a retrouvé un petit peu partout, et ça c'est intéressant, c'est pas un phénomène juste qui est sur le Mexique, donc c'est vraiment quelque chose de mondial, j'ai envie de dire. Un peu partout, il y a des crânes en cristal qui ont fait leur apparition comme ça. Et ça, c'est intéressant. Et c'est des objets vraiment qui nous aident à de développement personnel, des outils d'éveil, des outils de connaissance. Et quand on a la chance de pouvoir être en contact avec ces crânes anciens qui, eux, ont une connaissance, une information supérieure au crâne contemporain qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est vrai que c'est une énergie qui est particulière, qui est différente. Et c'est pour ça que j'avais voulu organiser ces festivals des crânes de cristal, justement pour faire venir les crânes en France, pour que le public français puisse avoir accès à ces énergies si particulières dont je parle. Alors, ces crânes ont été fabriqués sur Terre ou rapportés? Alors les crânes anciens dont on parle de la légende maya, alors j'ai aucune certitude parce que je n'étais pas au moment de la fabrication, mais en même temps, le cristal, il pousse pas en forme de crâne. Donc soit il a été taillé sur Terre, soit il a été taillé ailleurs. Et la légende nous parle de ces 12 mondes galactiques.
dans lequel ces crânes auraient été fabriqués, et dont un qui aurait été aussi fabriqué sur Terre. Donc, a priori, les anciens avaient la connaissance de la taille du cristal, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse polémique sur les crânes de cristal. Tout le monde dit que c'est un fake. Beaucoup de personnes disent que ça a été démenti, enfin, que tout ça est une grosse fumisterie, parce que, pour l'unique et simple raison, c'est que on ne peut pas tailler une pierre sans utiliser une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Et plus dure que le cristal de roche, c'est le diamant. Donc il faut du diamant pour tailler du cristal de roche. J'entends bien tailler, hein. Je ne parle pas faire des tailles par percussion, c'est-à-dire de taper un morceau de cristal l'un contre l'autre, qui permettait de faire des pointes de flèche, des pointes de lance en cristal, en obsidienne et d'autres matières, ou avec du silex par exemple. Donc là, on est sur de la percussion. Moi, je parle de vraie taille avec du polissage, et la seule façon de le faire, c'est à base de diamant. Et les meules de diamant ont fait leur apparition début du 19e siècle en Allemagne. Donc les chercheurs, les scientifiques d'aujourd'hui nous disent tous les crânes de cristal datent du 19e siècle, puisque avant cette date-là, on n'a pas les meules de diamant pour les fabriquer et pour les sculpter. C'est QFD. Sauf que, un peu partout dans le monde, ça je le démontre dans le livre, on retrouve des objets en cristal qui ont été taillés d'une façon incroyable, avec une précision incroyable. On ne parle pas de sculpture par percussion, on parle vraiment là de sculpture avec de l'outillage, avec du polissage, avec des choses incroyables, qui remontent bien avant le début du 19e siècle avec l'apparition des meules de diamant, et pourtant qu'on peut voir dans les musées, et là ça ne dérange personne. Je pense qu'effectivement, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une civilisation sur Terre qui a été capable de sculpter le cristal de roche bien avant l'apparition des meules de diamant. Comment? Je n'en sais rien, mais forcément, il faut de l'outillage, il faut des machines. Et il faut avoir une intelligence pour faire ça, il faut une conscience pour faire ça. Donc oui, dans le passé, il y a eu des gens qui avaient cette connaissance-là. Connaissance qu'on a perdue, malheureusement, mais puisqu'il a fallu attendre le début du 19e siècle pour que les meules de diamant refassent leur apparition et qu'on puisse de nouveau sculpter le cristal de roche. Mais les anciens connaissaient très bien ça, et il y a plein d'objets à travers les musées dans le monde entier qu'on peut retrouver en cristal de roche, qui sont avec des polissages d'une perfection absolue. On parle de microns, on parle de polymiroirs, on parle de choses qu'on ne peut pas faire à la main, où il faut de la machine. Et alors, est-ce que c'est une ancienne civilisation qui s'est éteinte, qui avait ces connaissances-là, ou est-ce que c'est une civilisation galactique qui a permis de réaliser tous ces objets parce qu'ils avaient une technologie, une technique que nous n'avons pas eue avant le début du 19e siècle? Toute la question est là, mais ces objets sont bien présents, et oui, à un moment donné, ils ont été taillés et sculptés, mais bien avant le 19e siècle. Alors justement, est-ce qu'on pourrait pas penser qu'ils aient été moulés, tout simplement que le cristal aurait été chauffé à haute température et qu'à travers un moule, on aurait fabriqué des crânes? Non, le cristal, malheureusement, c'est pas une pierre qui se chauffe. Sous l'effet de la chaleur, le cristal il casse. Donc on ne peut pas mouler le cristal, encore une fois, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui. C'est une pierre qui casse si on la chauffe. Donc on a bien des objets qui ont été sculptés, a priori, puisque sur certains d'entre eux, on a retrouvé des traces d'usinage, mais pas du 19e siècle, on est bien d'accord. C'est un usinage qui est beaucoup plus ancien que ça. Usinage qu'on retrouve aussi sur certaines pierres un peu partout sur la planète où normalement, à l'époque, il ne devait pas y avoir d'outils et de machines. Là, je repars au mois d'avril prochain sur le Pérou et sur la Bolivie, et là, on peut retrouver bon nombre d'objets ou de traces de machines dans de la pierre extrêmement dure. On parle de pierres les plus dures du monde, et pour autant, on retrouve des traces de machines et d'outillage. Donc oui, il y avait des machines et des outils bien avant que notre civilisation ait commencé à s'industrialiser. Mais ça, pour l'instant, l'archéologie dite classique ne veut pas en entendre parler et nous étiquette avec comme étant de l'archéologie interdite.
Voilà, c'est interdit de chercher ça. Donc on a cette étiquette-là, archéologie interdite. C'est le terme qu'ils ont employé pour décrire des hypothèses qui vont à l'encontre de ce qu'on nous apprend dans le livre d'école ou dans l'histoire classique. Donc c'est vrai que avec cette vision que j'ai, où bon nombre de personnes partagent, je ne suis pas un cas isolé, il faudrait réécrire tous les livres d'histoire parce qu'il y a des choses qui sont pas justes dans ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et ça, je l'ai ressenti depuis que j'étais gamin. J'ai toujours compris qu'il y avait un truc cloché dans l'histoire qu'on m'a raconté. Et, euh, et voilà, et en grandissant, j'ai cherché, surtout avec les crânes, puisqu'ils m'accompagnaient depuis que j'étais enfant. Et c'est de vrais outils aujourd'hui d'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, de développement personnel, d'éveil, qui permettent d'avancer sur son chemin, parce que le cristal a cette faculté euh, vraiment d'amplifier les choses. Et quand on fait par exemple une méditation, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus complète, j'ai envie de dire, quand on le fait avec l'appui d'un crâne en cristal, parce que le cristal amplifie. Alors ça, on le sait, hein, c'est scientifique, c'est pas quelque chose que j'invente. Hein. Et le cristal, on le retrouve sur bon nombre de notre technologie aujourd'hui. Hein. La mémoire vive d'un ordinateur, c'est du cristal de Rhodes. Donc c'est pour ça que c'est pas délirant d'imaginer que d'anciennes civilisations aient pu mettre des informations dans ces crânes anciens qui fonctionneraient comme des ordinateurs dont on n'aurait pas encore l'accès par les connaissances qu'on a aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, on arrivera à lire les informations qu'il y a dans ces crânes. À mon avis, on n'y arrive pas encore aujourd'hui. Tu voudrais dire en fait que les crânes auraient des mémoires, quoi, en fait, mémoriseraient des informations. Oui, le cristal, on sait que le cristal emmagasine l'information. C'est la mémoire vive d'un ordinateur. C'est de la silice, c'est du cristal, on le sait. Que cette pierre a cette capacité d'emmagasiner de l'information et de la restituer. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui a beaucoup d'eau à l'intérieur et on sait aussi que c'est une pierre piézoélectrique. Donc, quand on fait une pression, ça dégage l'électricité. Il y a des choses qui se passent avec cette pierre. Donc, elle est très particulière. Voilà, c'est vraiment une pierre incroyable et que j'aime beaucoup. Et forcément, puisque elle est associée à ces crânes de cristal. Hein. Le cristal, c'est vraiment un organisme très particulier. Nicolas Tesla, en 1900, disait, je le cite, hein, dans le cristal, nous avons une preuve pure de l'existence d'un principe de vie formative, et bien que malgré tout, nous ne puissions pas comprendre la vie des cristaux, c'est tout de même un être vivant. Voilà, ça c'est une citation de Tesla en 1900. Il avait déjà la conscience du fait que le cristal était un être vivant et qui emmagasine de l'information, qui a la capacité de la restituer. Voilà, aujourd'hui, le cristal, on le retrouve dans bon nombre de notre technologie. Je parlais des ordinateurs, mais pas que. Hein, dans les micros, dans les satellites, dans les lasers, dans les panneaux solaires. On en retrouve partout, partout, partout. Dans nos montres, les caméras vidéo. Enfin, c'est vraiment une des bases de notre technologie aujourd'hui. Elle est autour du cristal de Rhodes. Alors Et ouais, la légende dit que quand on réunit les 13 crânes, on a affaire à quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on aurait une révélation, à alors, une révélation particulière, comme la si légende n'a jamais parlé de révélation. La légende est beaucoup moins excitante que ça. Elle dit qu'en 2012, normalement, les 13 crânes auraient dû se réunir. Et la légende dit qu'ils ont un message à délivrer à l'humanité. Pas plus, pas moins. Donc voilà. Donc après, en partant de là, c'est vrai qu'avec 2012, il y a eu plein de choses extravagantes, les unes que les autres, et ça permet de vendre du papier et de faire de l'audience. Mais la légende dit juste que les crânes ont un message à délivrer à l'humanité. Voilà. Je pense qu'ils ont effectivement une somme de connaissances importante. Est-ce que l'humanité est prête, pardon, à entendre ce que ces crânes de cristal ont à nous transmettre? Est-ce que c'est du son? Est-ce que c'est une vibration? Est-ce que c'est une fréquence? Personne ne sait, parce que je ne sais même pas si les 13 crânes se sont réunis en 2012. Mais j'aurais tendance à penser que oui, mais je n'ai pas de certitude de ça.
On peut Mais penser, voilà. on pourrait penser éventuellement que soit ce serait un message sous forme holographique ou un message sous forme médiumnique, puisque la communication avec les crânes, c'est une communication vibratoire. Donc on pourrait penser ça aussi. Oui, ou une fréquence, du son, ça peut être plein de choses. On peut envisager plein de choses. C'est vrai que euh, on a eu la proposition de Spielberg avec l'épisode d'Indiana Jones, avec les crânes de cristal, qui lui aussi les ramenait à des choses galactiques, hein, puisqu'à la fin, ce vaisseau et ces personnages extraterrestres qui sont là. Donc c'est vrai que c'est un mystère, ces crânes de cristal. C'est des objets qui sont incroyables, qu'on peut voir dans des musées encore pour quelques-uns. Il y a celui du British Museum qui est toujours exposé, qu'on peut toujours voir. Celui de Paris, malheureusement, il n'est plus exposé ou peu exposé, puisque ils partent du principe que c'est un faux, donc ils ne veulent pas l'exposer ou ils l'exposent que rarement. Voilà, donc il y a quelques musées comme ça dans lesquels on peut encore voir les crânes, mais ils sont de plus en plus rares. Sinon, certains de ces objets appartiennent à des privés également, dans des collections privées. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué après de pouvoir entrer en contact avec ces gens-là et de pouvoir voir les crânes. Donc, le, le- encore une fois, c'était vraiment pour ça que j'avais voulu créer ce festival des crânes de cristal. Et puis j'ai beaucoup de personnes qui me demandaient aussi des renseignements, des informations, comment travailler avec les crânes, etc. Donc voilà, j'ai voulu condenser tout ça sur cet ouvrage, dans ce livre, pour pouvoir rendre hommage aussi à toutes les personnes qui ont fait l'histoire des crânes de cristal à travers ces dernières années. Que ce soit à l'étranger, en France ou dans d'autres régions. Donc voilà, pour moi, c'est important aussi de leur rendre hommage parce que sans eux, on n'aurait pas eu euh, toute cette connaissance qui est à disposition aujourd'hui avec l'énergie des crânes de cristal. Alors, quand on voit les crânes de cristal, quand on les voit, ils ont tous des formes bien particulières, bien différentes. Il y en a même qui sont allongés, comme les crânes allongés, justement. Voilà. Mhm. Donc, est-ce qu'on peut pas penser que c'est tout simplement par rapport aux civilisations qui les détiennent, une information qui est, je dirais, différente et en même temps, les crânes qui sont bah, justement de forme à montrer que c'est des peuples, je dirais, différents qui les possèdent. Est-ce que c'est pas un peu ça? Peut-être, c'est une possibilité. Après, on peut tout imaginer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas ces crânes auraient été faits euh, en ressemblant aux êtres de la planète qui les habite? Pourquoi pas? C'est une possibilité. C'est vrai qu'ils ont des particularités, certains, assez étonnantes au niveau des pommettes, au niveau des dents, au niveau des tempes. Tu parlais de crânes un peu allongés en cristal, des choses comme ça. Oui, c'est vrai que il y a des choses assez différentes et c'est pour ça que je pense pas qu'ils aient été moulés. Sinon, à partir du moment où on a un moule, on en fait plusieurs qui se ressemblent, qui sont tous les mêmes. Donc ça, je pense pas, mais je pense qu'ils ont peut-être effectivement été taillés pour ressembler au peuple qui les ont fabriqués. Ça, c'est une possibilité, je l'écarte pas. Parce que si on, par exemple, on prend enfin, si c'est, on parle de légende, on parle de crânes de cristal qui seraient en rapport avec des planètes, 12 planètes différentes, on peut penser que chaque planète apporte un taux de connaissance bien particulier et que chaque crâne ressemble au taux de connaissance que le peuple de la planète lui a inculqué. Est-ce que c'est pas un peu ça? Peut-être, ça c'est des spéculations, j'en sais rien, c'est des hypothèses, j'en sais rien. Après, c'est vrai que l'esprit humain est très riche et très prolifique, on peut imaginer plein de choses. Après, moi j'aime les choses, alors, même si je travaille sur les crânes de cristal, parfois une thématique qui peut paraître un peu barrée, un peu ésotérique, un peu faux folle, mais j'aime bien les choses concrètes. Je suis un garçon avec les pieds sur terre malgré tout. Et, et j'aime bien les faits. Et voilà, donc ça, après, ça, c'est des spéculations. On peut imaginer tellement de choses autour des crânes de cristal. Moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont une énergie qui leur est propre. Chaque crâne a sa propre énergie, chaque crâne a son propre nom. Est-ce que c'est en référence à cette palate? Je sais pas. Peut-être, pourquoi pas. Bon,
On va revenir avec les crânes de cristal dans 5 minutes. On va faire une pause musicale, Patrice, et puis pour nos auditeurs aussi. Et puis dans 5 minutes, on revient sur les ondes de l'antenne pour aller vers la suite du beau Allez, tout de suite. voyage que l'on fait avec les crânes de cristal. Allez, à tout de suite. Et oui, de retour sur les ondes de radio, dans les portes de la connaissance, avec aujourd'hui un grand voyage vers le monde des crânes de cristal, avec le livre de Patrice Marty qui s'appelle Les crânes de cristal porteurs de sagesse. Et on fait un beau voyage avec lui, et on est en direct, bien sûr, sur les ondes de radio. Alors Patrice, j'ai une question à te poser. Ils portent tous des noms différents. On a par exemple Oumama, on a Flamme, on a
Lanzan. Ces crânes portent des noms. Pourquoi on leur a donné des noms? Est-ce que c'est pour les reconnaître? Pourquoi on leur a donné des noms à ces crânes? Mais tout simplement parce que c'est eux qui nous les donnent. Moi, j'ai jamais donné un nom à un crâne, c'est toujours le crâne qui m'a donné son nom. Donc, alors ça peut être de différentes façons, hein. Ça peut être par des rêves, ça peut être par des synchronicités, ça peut être par plein de choses, mais c'est toujours eux qui nous donnent leur nom. Donc je pense que ça doit avoir ça doit être quelque chose d'important pour eux, puisque sinon ils nous donneraient pas de nom comme ça, tu vois. D'accord. Est-ce que sur le plan médiumnique, il y a des médiums qui communiquent avec les crânes? Oui, bien sûr, oui, oui, il y a effectivement des médiums qui arrivent à capter des informations, à faire ce travail-là. Il y a un livre aux États-Unis qui a été fait dans ce sens avec des médiums qui avaient travaillé sur des contacts comme ça avec des crânes de cristal. Donc oui, je pense que les médiums sont des personnes qui ont cette sensibilité aujourd'hui pour aller chercher, capter des choses qu'on n'arrive pas, nous, encore à percevoir, soit parce qu'on n'est pas on n'est pas encore prêt dans notre évolution ou dans notre technologie pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des crânes, l'information qu'il y a à l'intérieur des crânes. Peut-être que c'est juste un manque de technologie, hein. Peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que dans 50 ans, on posera un crâne en cristal sur un stock et peut-être qu'on aura des messages audio, sonores, visuels, que sais-je, holographiques, comme tu disais tout à l'heure. C'est possible. Euh, mais je pense que les médiums voilà, ont cette capacité à aller capter de l'invisible qui est pas visible pour tout à chacun. Et ça, je pense que c'est une piste qu'il faut pouvoir explorer, oui. Oui, parce que justement, quand on communique sur le plan médiumnique, on arrive à rentrer dans les vibrations, je dirais, du crâne, et donc de Mm. capter des messages qui peuvent être mémorisés, je dirais, à l'intérieur du crâne, et donc Absolument. de pouvoir en avoir des informations précises. C'est ça. Je pense que c'est vraiment une piste à ne faut pas négliger et que c'est des personnes justement qui ont cette faculté à aller chercher l'information à l'intérieur de ces objets inanimés, donc inanimés. Mais oui, c'est fort possible que ça passe par des médiums qui peuvent faire ce travail, tout à fait. Alors, qui détient les crânes dans le monde? Quelles sont les personnes qui détiennent ces crânes? Est-ce que ce sont des musées? Est-ce que ce sont des personnes? Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a pas mal de crânes qui sont détenus par des musées, malheureusement. Je dis malheureusement parce que bien souvent, on ne peut pas les voir, mis à part à Londres, comme je le disais tout à l'heure, ou au British Museum. Si vous allez au British Museum, allez dans la salle principale, là où il y a le Moai également qui est exposé, qu'ils ont volé à l'île de Pâques. Et juste en face du Moai, quasiment, vous avez le crâne de cristal qui est exposé. À Paris, malheureusement, il ne l'est plus. Au Guatemala, ils ne le sont plus. Il y en a un tout petit au musée d'anthropologie à Mexico. Voilà, donc dans les musées, celui à Washington n'est plus exposé non plus, donc ça c'est un peu compliqué. Et après, il y a beaucoup de ces crânes effectivement qui appartiennent à des privés qui sont malheureusement pas en France, mais il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis, il y en a sur l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Donc ça c'est la principale où sont les crânes anciens sont plutôt sur ces trois destinations. Et c'était un peu ça aussi l'idée, tu vois, de faire ce festival des crânes, c'est pour que justement ils puissent venir en Europe, parce que quand j'ai fait venir ces crânes, ils n'étaient jamais venus en France. Et c'était important de réintroduire, je pense, cette énergie des crânes de cristal en France. Quand j'ai fait les premières éditions de ces festivals, tout le monde m'a pris pour un fou en me disant que ça marcherait jamais et qu'est-ce que c'était que cette histoire. Et ça a très bien fonctionné, les gens étaient enchantés, on a fait des événements incroyables. Et voilà, et c'est aussi euh, un prolongement de tous les voyages que je fais parce que je vais à la rencontre de ces gens qui ont des crânes de cristal un petit peu partout à droite à gauche. Quand je les ai pas encore rencontrés, c'est vrai que j'aime aller à la rencontre des gens et de voir ces objets. Donc
voilà, de temps en temps, j'arrive en retrouver. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, sur la légende Maya, il y en a une dizaine que je connais, que j'ai pu identifier, photographier, voir et mettre dans le bouquin. Euh, et il en reste trois que j'ai toujours pas identifiés. Donc voilà, ça laisse encore des beaux moments de voyage, de recherche, de rêve. Et ça, c'est important, de magie. Tout ça, c'est important. Est-ce qu'on a une idée de savoir quand est-ce qu'ils auraient été fabriqués? On n'a pas de, de rapport par rapport à l'époque où ils auraient été fabriqués. Est-ce qu'on a une idée? Et non, malheureusement, on ne peut pas dater la pierre. Euh, Ça serait trop simple. Mais on ne peut pas dater la pierre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc on ne sait pas. Alors généralement, ils se basent sur des objets qui ont daté, comme des poteries ou des choses comme ça. Euh, donc il y a un crâne qui s'appelle Bibulus, qui est un gros crâne en quartz rose, qu'ils ont daté de 720 avant Jésus-Christ. Euh, mais c'est pas le crâne qui a été daté de 720 avant Jésus-Christ, c'est les objets qu'ils ont retrouvés avec. Donc, il y avait des poteries et des bijoux en or, des choses comme ça. Donc là, ils ont pu faire des datations et les objets dataient de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont mis le crâne, pareil, avec la même datation. Peut-être qu'il est beaucoup plus ancien que ça. Personne n'en sait rien. Oui, d'accord. En fait, on sait, voilà, on connaît les crânes de cristal. Il y en a, certains les détiennent, d'autres des musées les détiennent, mais on n'a pas d'idée de savoir à quelle époque, effectivement, soit ils ont été apportés sur Terre, soit ils ont été Non, fabriqués. Donc on en a aucune idée en fait. non, aucune idée. Après, on parle souvent de cette légende, encore une fois, où on parle euh, de l'Atlantide, un mythe qu'on retrouve un peu partout sur toute la planète. Donc oui, sur l'Atlantide, on a, voilà, donc ça serait cette période-là où les crânes ont été ramenés sur Terre. Donc, là, on est sur le Dryas récent, donc on arrive à 12 000 à peu près. Donc c'est les scientifiques, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils veulent pas en entendre parler. On dit, et tu dis dans ton livre justement, que ce serait à cette époque de l'Atlantide que les crânes auraient été conservés par les habitants de l'Atlantide et après ce serait Bien diffusé un petit peu partout. Mhm. Oui, oui, je pense Pourquoi que. l'Atlantide? Pourquoi justement Mais parce tu... que c'est cette légende justement qui ramène, encore une fois, cette légende maya qui parle que les crânes ont été ramenés sur Terre et déposés dans une pyramide qu'on appelait l'Arche en Atlantide. Et c'est vrai que le mythe Atlante pour les Mayas est très fort, très présent. Ça se dit Atlantia en langue maya, mais c'est l'Atlantide, on le retrouve dans la culture du monde entier, hein, ce mythe du déluge là qu'on retrouve un peu partout. Mais l'Atlantide est vraiment très très présent pour les Mayas. Il y a des temples qui sont dédiés aux Atlantes. Il y a des, 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 des sculptures qu'ils ont appelées les Atlantes carrément. Donc on pense vraiment qu'il y a eu une connexion entre ce peuple atlante et le peuple maya de l'époque. Euh, Peut-être une transmission de connaissances pour construire ces pyramides incroyables qu'on peut retrouver en Amérique centrale. Et c'est une possibilité aussi, ça. Voilà. Mais c'est vrai, quand on est chez les Mayas, on ne s'attend pas à rencontrer des statues qui s'appellent les Atlantes ou des temples qui sont dédiés aux Atlantes. Et pourtant, on en retrouve à Tula, on en retrouve à Chichen, on en retrouve un peu partout. Ça, je trouve ça passionnant. D'accord. Si demain je fais un voyage et que je veux aller voir un crâne, je vais où? euh, Alors, le British Museum, déjà, c'est pas très loin. L'entrée du British Museum est gratuite, donc comparé au Louvre, on a encore du travail. Et c'est vraiment un musée exceptionnel, hein. Je vous invite à aller visiter si vous avez l'occasion. Donc c'est le moins loin, celui-là. Sinon, il y a après, il faut aller aux États-Unis ou alors il faut aller effectivement en Amérique centrale pour aller voir les crânes. Après, les crânes, quand ils sont conservés chez des privés ou dans des tribus ou des choses comme ça, ils les montrent pas systématiquement, ils les sortent pas non plus systématiquement. Moi, j'ai la chance d'avoir des contacts quand je vais au Mexique et de pouvoir rencontrer des gardiens de ces crânes de cristal. Mais il faut vraiment montrer patte blanche, ça se fait pas comme ça prend du temps, c'est long.
ils ont tellement été massacrés par les Blancs que quand on débarque comme ça, ils sont très méfiants, très réticents. Donc c'est un travail de longue haleine. Alors c'est vrai que quand j'organise des voyages, du coup, je mets en contact toutes les personnes qui voyagent avec moi. Je les mets en contact avec ces objets, avec ces artefacts, avec les gens que je connais, avec mes contacts. Et c'est ce qui fait la richesse aussi des voyages que je propose, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Voilà. D'accord. Alors pour nos auditeurs, j'aimerais dire quelque chose d'important, c'est que souvent la vérité est, je dirais, euh, cachée ou alors elle est mélangée à des vérités qui sont fausses pour justement, et c'est malheureusement la vérité, ça en fait partie, les crânes de cristal, ça a été un petit peu mélangé à des mauvaises paroles parce que on pense, comme dit Patrice, que le crâne c'était en relation avec la mort. Euh, Puisque c'est une tête de mort, on a cette impression-là, et souvent les gens mettent une image dessus qui n'est pas bonne, alors qu'au contraire, ce sont des choses qui sont ancestrales et qui ont à voir avec un patrimoine ancien, d'anciennes civilisations, qui portent un savoir énorme. Donc réfléchissez bien les auditeurs et pensez que toutes ces connaissances, toutes ces choses qu'on vous met un petit peu de côté en disant oui mais c'est pas si bon que ça, on a tendance à déformer la vérité et c'est bien dommage parce que ce sont souvent des choses qui sont à mettre dans la culture mondiale du patrimoine pour montrer que ces choses sont belles et qu'elles détiennent non seulement des connaissances mais un savoir ancestral qui est très important aux yeux du peuple humain et qu'on doit mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission justement pour montrer ce genre de choses et à travers le livre de Patrice Marty, qui est un très beau livre que je vous conseille d'acheter, que vous trouvez, on le trouve sur quoi, sur Amazon? On le trouve partout, dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Cultura, pour pas faire de pub à personne. Mais j'avais reçu une photo d'une dame qui l'a trouvé au centre Leclerc de chez elle. Je ne sais pas où c'était, mais elle l'a trouvé dans un centre Leclerc et bien évidemment après sur toutes les plateformes en ligne, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi le demander chez votre libraire. Je suis édité aux éditions Lanor et voilà, une belle maison d'édition qui m'a permis de faire un joli livre. Je suis vraiment très très content du produit que j'ai pu sortir parce que je voulais vraiment un livre en couleur pour pouvoir avoir une belle énergie des crânes avec des photos pleine page des crânes de cristal. Et pour moi, c'était important pour pouvoir diffuser justement l'énergie de ces crânes qu'on ressent même à travers les photos. Et pour moi, c'était important de avoir un livre en noir et blanc avec des petites photos, tu vois, c'est d'avoir ça. Et vraiment, je remercie ma maison d'édition qui a, qui a validé ça, qui était OK pour qu'on puisse le faire comme ça. Alors, Et vraiment, j'étais très content. Oui. si vous voulez voir la couverture du livre, vous allez sur la page Facebook Les Portes de la Connaissance d'Eau de Radio. Je répète, les Portes de la Connaissance d'Eau de Radio ou sur les auditeurs d'Eau de Radio ont la parole, qui sont deux pages Facebook. Et là, vous verrez la couverture du livre. Et comme vous dit Patrice, il est en vente un petit peu partout. Il s'appelle Les crânes de cristal, porteurs de sagesse aux éditions Lanor de Patrice Marty, bien évidemment. Donc voilà, si vous voulez vraiment lire ce livre, et je vous le conseille, moi je l'ai lu, il est formidable, vous apprendrez énormément de choses sur le crâne de cristal, sur les crânes de cristal, donc je vous le conseille fortement. Alors Patrice, pour parler un petit peu plus de toi, après le livre, tu fais des voyages initiatiques aussi, je crois. Oui, je fais des voyages parce que l'un passant l'autre, moi, c'est bien de lire des choses, c'est bien de se renseigner, c'est bien de faire des recherches sur Internet, ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'aller sur le terrain, j'ai besoin d'aller au contact des gens, j'ai besoin d'aller au contact des énergies des lieux et de faire mes recherches directement sur place. Ça, c'est important. Il y a des choses que je peux pas faire en étant assis derrière mon ordi et de faire mes recherches ou de bouquiner euh, pour trouver des choses. À un moment donné, c'est important de passer le cap et d'aller sur le terrain. Pour moi, voilà, sans avoir eu tous ces voyages derrière moi, je pense que j'aurais pas pu écrire ce bouquin non plus parce que j'ai essayé de l'enrichir aussi d'un carnet de voyage parce qu'il m'est arrivé des choses incroyables avec les crânes de cristal, mais parce que à un moment donné, partir en voyage, c'est aller aussi à la rencontre
des autochtones, à la rencontre d'un pays, à la rencontre d'une culture, d'une nourriture, mais pas que, c'est aussi aller à la rencontre de soi. Et c'est aussi ça ce qui enrichit les voyages, c'est que c'est une reconnexion aussi à soi, une reconnexion à qui on est vraiment, à notre être intérieur, à notre lumière intérieure. Tu vois, ça c'est important parce que quand on sort de sa zone de confort, on est dans des pays où on a du décalage horaire, où on mange pas la nourriture qu'on a l'habitude de manger, où on n'entend pas la langue qu'on a l'habitude de parler, et voilà, les odeurs sont différentes, tout ça est différent, ça nous sort de notre zone de confort, et ça nous ouvre à d'autres choses forcément, qui sont enfouies à l'intérieur de nous parfois, et qui remontent, et c'est pas anodin que de partir en voyage. Moi, j'organise ces voyages avec des groupes où on est au maximum une trentaine de personnes. Euh, c'est aussi aller à la rencontre des autres personnes du groupe. Et pour moi, c'est enrichissant. Tu vois, c'est important de pouvoir faire partager tout ça et l'expérience de chacun à travers le voyage, pour moi, elle est importante. Et voilà, et on n'en ressort pas indemne forcément de ces voyages. Je peux le faire voyage initiatique ou voyage spirituel, je ne sais pas comment dire, mais lequel est le bon terme, bien-être. Mais voilà, donc on part à l'autre bout du monde, là, c'est Pérou-Bolivie, et on va voir des choses incroyables dont je parlais tout à l'heure. Je vais emmener le groupe aussi voir des, 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 des choses qu'on voit que sur Internet, des petites momies extraterrestres, par exemple, des choses comme ça. On va passer une journée avec Thierry Jamin, que vous connaissez parce que vous l'avez reçu il n'y a pas très longtemps aussi. On va aller voir les momies de Nazca, on va aller voir plein de choses. Enfin, voilà, c'est des voyages qui sont très très riches. Et on va aller voir les fameux crânes allongés dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, moi je voyage avec Sirius, qui est un gros crâne en cristal de taille humaine, avec qui je vis toutes ces aventures et qui est de chaque voyage. Et voilà, c'est vrai que c'est des voyages qui sont pas anodins, qu'on trouve pas ailleurs non plus, parce que moi je vous emmène sur des endroits où les agences classiques vous amèneront jamais, parce que c'est hors des sentiers battus, parce que c'est pour certains lieux qui sont interdits et où on ne peut pas rentrer comme ça. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir des contacts sur place, le chaman avec qui je travaille, enfin, voilà, des gens qui m'ouvrent des portes comme ça sur ce pays. Moi, c'est mon cinquième ou sixième voyage là-bas au Pérou. Et, euh, et voilà, c'est certainement le dernier d'ailleurs, parce que j'ai envie d'explorer d'autres contrées, d'autres destinations et d'autres pays. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir de repartir sur le Pérou, le Machu Picchu, Sacsayhuaman, Otetambo, tous ces lieux qui font rêver et que j'adore. Et voilà, c'est important alors que ce soit le Pérou ou que ce soit, et moi je vais souvent aussi en Bosnie, là, sur la plus grande pyramide du monde, qui est en Bosnie. Forcément, les archéologues veulent pas en entendre parler, hein, vous imaginez bien. Les, j'ai un voyage qu'on va aller cette année pour la première fois. Je vais aller en Turquie pour aller visiter tous ces sites sacrés, qui est vraiment un des berceaux de la civilisation, la Turquie, avec le plus vieux temple du monde qu'ils ont découvert là-bas, qui s'appelle Göbekli Tepe. Et donc on va aller passer 2 jours là-bas à Göbekli Tepe. On va aller visiter une cité souterraine qui s'appelle Derinkuyu. Il y a une pyramide ronde également, qui est le mont Nemrut en Turquie. Enfin voilà, plein de belles choses sur la Turquie. Et tous les ans, j'organise aussi un voyage pour aller nager avec les dauphins. Et voilà, ça, pour moi, c'est important, ce peuple des dauphins ou des baleines avec qui j'ai l'habitude de nager. Mais voilà, tous les étés, je fais ce voyage pour aller nager avec les dauphins. Et voilà, c'est juste de la magie, c'est de la joie, c'est du jeu, c'est des moments voilà, incroyables. Et c'est pas des gros budgets non plus pour aller nager avec les dauphins. Ça reste des budgets accessibles, puisque moi c'est pas mon métier d'organiser ce type de voyage. Donc, j'essaye toujours d'avoir des tarifs qui restent le plus accessibles au plus grand nombre. Voilà, pour moi, c'est important que chacun puisse avoir accès à ces énergies-là et ne soit pas réservé à une élite ou des choses comme ça. Voilà. D'accord, Patrice. Ben, merci beaucoup. Comment on peut te trouver sur Internet? Alors, j'ai une page Facebook, c'est au nom de Patrice Marty, tout simplement. Et sinon, j'ai un site internet qui s'appelle savoirperdu.com. Et là, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les voyages, sur le livre, bien évidemment. J'avais également créé un oracle sur
les crânes de cristal qui étaient aux éditions Très Daniel, qui est toujours disponible. Je suis super content parce que cet oracle a été signé aux États-Unis, il est sorti aux États-Unis l'année dernière. Donc je suis vraiment très très content et très fier de ça. Et là, je viens de signer au mois de décembre avec une maison d'édition en langue espagnole pour que justement il soit diffusé sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc ça, je suis vraiment très très content là-dessus. Et peut-être le bouquin plus tard, on verra. Mais déjà, l'oracle fait son petit bonhomme de chemin, l'énergie des crânes de cristal comme ça qui est diffusée un peu partout. Je suis super content parce que c'est une énergie qui est vraiment très très belle. Et si vous avez envie de travailler vraiment avec les crânes de cristal, allez voir sur le livre. Il y a plein d'exercices, des conférences. Il y a des émissions avec des QR codes. Vous pouvez aller voir. Il y a il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des exercices, il y a des méditations. Il y a plein de choses pour pouvoir travailler avec les crânes de cristal, grâce aux crânes de cristal, et qui participent, je l'espère, à l'éveil de la conscience humaine aujourd'hui et d'aller vers un peuple et vers une période comme ça plus sereine et plus dans l'amour que dans la peur ou la guerre. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde pour 2025 et les années qui arrivent. Patrice Marty, merci. Merci infiniment de ton beau témoignage. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Et puis, justement, on te souhaite plein de belles choses pour cette année 2025, bien évidemment. Plein de belles choses dans tes visites touristiques, justement, tes visites initiatiques. Et voilà, une grande réussite. Et merci pour ce beau témoignage, pour ce beau livre, bien entendu. Voilà, merci beaucoup Patrice. Donc on se retrouve... Merci à toi. De merci rien. À tous les auditeurs. Je t'en prie, c'était avec un grand plaisir qu'on t'a reçu. On recevra Thierry Jamin le 24, vendredi 24, qui est un explorateur archéologue qui fait de l'archéologie, Incroyable. voilà, il sera pas avec nous sur le plateau, mais il sera en direct du Pérou. Il sera en direct du Pérou. On fera une très belle émission et puis on recevra Éric Buffeteau qui vous avez déjà eu sur les dinosaures, qui est un scientifique du CNRS qui nous parlera des animaux mystérieux, style le monstre du Loch Ness, etc. Il fera une très belle émission avec nous bientôt aussi. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à la semaine prochaine et encore pas un grand merci à Patrice Marty. Merci beaucoup. Merci Patrice. Merci à toi. Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.